Salut tout le monde! Si vous nous rejoignez le podcast Envergure, c'est le format spécial de cette année. Ça s'appelle Victor et les autres, émission mensuelle lors de laquelle on décortique le jeu de Victor Wembanyama. On fait un point sur ses concurrents aussi à la draft 2023 en NBA. On y va. Le père aimait Hugo, il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes. Émission numéro 4 au menu, donc on prend des nouvelles de Victor au début et puis on se concentre sur sa capacité de passe. Vous le savez, on a un dossier chaque mois et ce mois de janvier, on va revenir sur le mois de décembre, mais surtout, on va se concentrer sur la capacité de Victor Wembanyama à faire des passes, à voir le jeu, la technique et aussi ce qu'il y a dans le cerveau, le QI basket, de quoi il aura besoin pour devenir une star. Que sait-il, que ne sait-il pas encore faire? Analyse en partie 1, partie 2, on parlera d'Anthony Black, un beau joueur du côté d'Arkansas, ça s'appelle Victor et les autres, enfin, on peut parler des autres. Anthony Black qui est attendu top 10 de cette draft, en tout cas dans certains mocks. Et puis la partie 3, comme d'habitude, on aura des invités, d'habitude c'est un, là c'est plusieurs. Bodian Massa de la SIG Strasbourg, il a posé beaucoup de problèmes à Victor Wembanyama récemment lors de leur opposition. Et puis une voix que vous connaissez bien du côté d'Envergure, c'est son coach à la SIG, coach assistant Romain Leroy, l'exceptionnel Romain, qui nous expliquera quelle tactique il a mise en place pour essayer de contrer Wembanyama. Victor et les autres, épisode 4, c'est parti. Avec en invité pour la première partie ce soir, et ça nous fait plaisir parce que ça fait plusieurs années qu'on bosse avec la First Team et Thomas Dufan a accepté notre invitation pour ce soir. En plus, ils suivent la grande majorité des matchs de Wembanyama avec la First Team en direct de Boulogne-le-Valois. Comment ça va, Thomas? Impeccable, Alex. Salut à tous, les gars. Ravi d'être parmi vous pour parler du phénomène. Il y a plein de choses à dire. Non seulement on les suit, mais on a la chance de les commenter sur Oui, Twitch. Donc on suit ça de près. Victor, son évolution, bien sûr, et de tout ce qu'il y a à côté. avec la belle qualité vidéo qui va avec, qui n'était pas forcément au rendez-vous auparavant. Eh, ça partait un peu de là. L'idée partait un peu de là. On avait envie de bien produire les matchs. Donc on a pris un peu de risques financiers pour produire tout ça. Mais pour l'instant, le résultat est plutôt cool. Donc il y a plein de choses à dire sur le joueur Victor, mais aussi sur le phénomène plus globalement. Donc c'est cool d'en parler ensemble. Bah ouais. Merci encore une fois d'être avec nous. Et puis côté envergure, eh bien, nous avons une doublette composée de Mathias, arrivé cette saison dans l'équipe, suit la NCAA, alors plutôt axé Big Ten du côté de notre data team, mais forcément cette année on a tous un œil sur la Betclic Elite quand même. Comment vas-tu, Mathias? Salut. Salut, ça va impeccable. Ça va impeccable du côté du nord de la France. Exact. Et, en banlieue parisienne, nous avons notre Twitcher, celui qui anime les live Twitch tous les vendredis soirs, 21h, pour ceux qui ne connaissent pas le rendez-vous quand même. Live Twitch Envergure, c'est notre Gugur, notre Hugues de Halle. Comment vas-tu, mon Hugues? Eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis content d'être avec vous ce soir. Vous m'avez manqué, messieurs, vous m'avez manqué. C'est clair, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bon, comme d'hab, messieurs, on s'y jette, on commence par l'actu. Le dernier épisode de Victor et les autres, c'était juste après la défaite à Roanne. Alors, on en avait parlé lors du dernier épisode. On disait que Victor n'était pas forcément à 100% à l'époque, etc. On va revenir sur ce mois assez rapidement, mais Tom, sur les derniers matchs, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de Victor au global, un peu plus en difficulté quand même. Il fait un gros match face à Monaco, puis ensuite c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est marrant parce que il nous a tellement impressionné sur la série là, des 30 points consécutifs Mm. que je me demande quelles sont les attentes en fait autour de lui. Bon, elles sont très très hautes, hein, bien sûr, mais tu vois, on est en train de dire qu'il est un peu en difficulté, un peu en difficulté. J'ai envie de dire que oui, il est un peu plus en difficulté parce qu'avant il était sur un nuage total, mais ce qu'il arrive à produire, même dans les matchs où il manque d'adresse, où il manque de confiance, on va parler de certains matchs. J'ai eu la chance de commenter le match contre Cholet. Je peux vous dire que dès l'échauffement, dès,
dans sa routine, puis ensuite dans le match sur, la quasi-totalité du match, hein, sur plus de 3 quarts temps, il est pas du tout dedans, dans l'adresse, dans le toucher. Tout ce qui nous a bluffé pendant, les Mmh. premières semaines là de cette saison, eh bien, n'était pas là. Tous les shoots à lui, des shoots avec la planche, des shoots en fadeaway, mais il les ratait, il faisait des écarts de ouf. Donc j'ai envie de te dire qu'il est plus en difficulté, mais il n'empêche que quand tu regardes à la fin les stats, bon, bah, il est toujours, dans des strats qui n'ont aucun sens. Tu as plus de 20 points, des rebonds, et de l'influence, surtout de l'impact sur son équipe et sur le résultat. Mmh. Donc je te rejoins un peu en difficulté, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur qui reste dans des standards hyper élevés d'un point de vue des statistiques individuelles et des résultats collectifs, mine de rien? Bien sûr, il compense, cette maladresse par un impact sur les défenses adverses qui est pas toujours quantifiable ou en tout cas, il faudrait des stats avancées qu'on n'a pas forcément sur le championnat de France et par, ce qu'on peut regarder, c'est tout simplement, les lancers francs tentés. C'est-à-dire que même si tu es maladroit au tir et ben, tu vas sur la ligne, tu vas chercher tes points sur la ligne et sur le mois, enfin sur les 4 derniers matchs en fait, depuis la dernière émission, il est à 23 sur 24 lancers francs en 4 matchs. Ça fait 6 lancers francs par match. C'est pas mal. Mathias, qu'est-ce que tu as retenu des matchs récents que tu as vus de Victor, au-delà du passing dont on parlera plus tard? Bah moi, j'avais pas eu l'occasion encore de regarder vraiment en détail les matchs de Victor depuis le début de la saison. Donc là, pour l'émission, c'était l'occasion de le faire. Et bon, ça confirme les highlights que je pouvais voir. C'est toujours impressionnant de le voir jouer. Alors, je l'ai vu plus en difficulté, je l'ai vu meilleur. Mais bon, globalement, très impressionné par le profil, taille, handle et shotmaking, quoi. Bah oui. Bah oui, c'est marrant, d'avoir la première impression parce que toi, tu avais pas encore eu le temps de le regarder. C'est vrai que j'ai sollicité pour le podcast et du coup, tu as eu ton premier flash, quoi. Comme le 1er shot de Victor Wembanyama, ça fait de l'effet, quoi. Heu, Bah ouais. Hugues, qu'est-ce que tu en as dit de ces matchs? Donc pour les citer, on a à domicile contre Monaco, à Paris, à domicile contre Cholet et à Strasbourg. Je sais pas lesquels tu as vus parmi les 4, mais voilà, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Bah, déjà, tu sais, c'est un joueur que j'ai eu la chance de pouvoir suivre dès Ouais, ses jeune. espoirs à Nanterre parce que, alors je l'avais découvert effectivement avec la compétition internationale, mais je l'avais vu très jeune vu que je suis en banlieue, tu vois, donc moi je l'ai vu Nanterre, je l'ai vu à Asvel et la Boulogne, donc je vois un joueur grandir physiquement aussi, euh, de plus en plus en confiance, qui se rapproche aussi du panier. Moi j'avais peur, tu sais, chez le joueur qu'on ait un mec trop en périphérie qui arrive pas à aller au cercle. Mmh. Alors il est toujours beaucoup en périphérie. Hem, j'aime bien j'aime bien son aisance de jeu, j'aime bien sa fluidité, j'aime bien que lui maintenant soit parfois un mentor pour ses coéquipiers, ses plus petits jeunes. Tu vois? Je trouve qu'il est de plus en plus en confiance dans cette équipe, des Mets 92 et après faut aussi remarquer qu'il a eu des changements de coéquipiers avec, alors je sais pas si c'était blessure, par exemple Awan Henry, moi j'aimais bien le travail d'Awan Ouais, Henry, l'ancien de il s'est Michigan pété, State. la cuisse et il est out pendant 2 mois et demi au moins. Ouais, voilà, Mmh. qui était sur le bas-court, un profil plus défensif. Là, il joue avec Thomas Besson, donc plus exposé parfois sur les pick and roll, pick and pop. On l'a Hugo vu Besson, Hugo Hugo Besson. Besson, pardon, excusez-moi. On l'a vu contre Strasbourg, où Hugo a pris la sauce individuellement et donc il y avait beaucoup d'espace derrière. Donc voilà, j'aime bien l'évolution de Victor Wembanyama, j'aime bien son implication et il y a de l'excitation. Alors toujours envie de le voir plus rebondeur, j'ai toujours envie de le voir plus impliqué vers l'avant, mais quand même, quelle évolution depuis les espoirs de Nanterre. Bah ouais, c'est clair qu'on est tous, assez impressionnés, mais il y a un secteur particulièrement quand même, qui a impressionné les observateurs, pas seulement français, mais étrangers qu'on a reçus dans les premiers épisodes. Tout le monde a dit, mo je savais qu'il savait shooter Victor Wembanyama, je savais, qu'il était grand, qu'il avait une mobilité incroyable, que défensivement c'était, un truc qu'on n'avait peut-être jamais vu, mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'il passe la balle aussi bien. Alors, c'est notre dossier du soir. Qu'est-ce qui reste à faire pour Victor? On va faire un diagnostic du passing de Victor Wembanyama parce que bah, c'est une grosse partie de son jeu aujourd'hui et c'est sans doute amené à le devenir avec le rôle qui sera le sien en NBA. En tout cas, s'il veut atteindre les sommets à un moment donné, il va falloir qu'il soit un bon, voire un très bon passeur.
Dans l'actu, je mentionne quand même rapidement qui vient d'avoir 19 ans et qui elle a été élu MVP du All-Star Game. On s'en fout. Il a reconnu lui-même que c'était du marketing de la ligue. Il Donc, l'a on offert passe. à Juan Begara ensuite, dans le Ouais, vestiaire. c'est ça. Il l'a Ouais. offert à Juan Béguin. Bon, bah J'ai voilà. j'ai eu l'occasion d'en parler avec Juan le soir même et il Ouais. était très content que Victor, le lui offre. Il était pas obligé, hein, Oui, d'autres c'est vrai. l'auraient pas fait. Mais en tout cas, dans l'imaginaire, collectif, c'est des petits moments qui marquent, voilà, par rapport à son état d'esprit aussi. C'est vrai que c'est beau geste et je sais plus qui nous avait raconté, c'est Pascal Gibernet qui nous avait raconté cette anecdote, Victor, Wembanyama, quand il sent qu'il mérite pas des compliments, il aime pas en avoir. Il racontait une anecdote de quand il était, en jeune et qu'il avait fait un tournoi en Espagne et tout le monde était là à lui taper dans le dos, à lui dire: «Bravo, bravo» et quand il était revenu, il avait dit: «Bah, tout le monde m'a dit bravo alors que j'ai joué comme une merde. Je ça m'a pas plu, quoi». Donc je vous invite à écouter l'épisode avec Pascal évidemment, c'était le dernier, mais ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit. Passons du coup, au passing. Hugues, juste pour commencer là-dessus, avec un truc que tu aimes au passing chez Victor. Je sais que tu en as relevé plusieurs, mais Mmh. le truc qui t'a un peu, tac, sauté au nez, quoi. Ah, tu me connais, moi je suis dans la paillette et la strass, et j'aime beaucoup ces touch passes, ces petites passes en une touche de balle qu'il va avoir après un rebond offensif, qu'il va avoir dans de l'instantané, quand c'est pas quelque chose de mis en place, de créé, et il arrive par sa longueur, par sa hauteur, par son instinct de jeu, à trouver juste des petites remises, toujours très propres, pour un mec dans le dunking spot, pour un joueur en transition, et cetera. Donc voilà, j'aime beaucoup l'instinct qu'il a. Je le trouve Mmh, meilleur passeur quand il est pas dans quelque chose de réfléchi et de mécanique, ce qu'on lui demande assez peu, mais qu'il est dans de l'improvisation de jeu. Et, et ça, j'aime beaucoup. Tu vois, c'est pas un mec qui va forcément prendre le rebond offensif et vouloir remonter tout de suite. Il peut juste, petite claquette, la passe, et puis il va trouver un coéquipier ouvert. Donc voilà, moi, c'est ce côté un peu fantaisie, chez le ouais. joueur, et qui le rend imprévisible, qui le rend encore plus beau qu'il ne l'est, et voilà, qui fait les petits highlights, qui fait kiffer. Donc, on se Mmh. rappellera des touch passes de Victor Wembanyama, je pense, à la fin de sa carrière. Ouais, cerveau adaptatif aussi, ça veut dire, hein. Ça veut dire que quand je prends le rebond, je suis pas fixé sur ce qui va se passer après. Je vois le gars, paf! Il y a une grosse rapidité entre, le cerveau et l'acte, de la main. Côté technique, Mathias, assez simplement, mais quand on scout, on fait ça. Est-ce que il y a des choses techniquement que tu as vu Victor faire ou ne pas faire? Je te dis passer à une main, utiliser ses deux mains sur ses passes à une main. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu ne l'as pas vu faire ou tu doutes encore un peu de sa capacité à le faire? Juste techniquement. Bah, beaucoup de passes simples, hein, main droite à une main, au-dessus de Ouais. l'épaule, passe à deux mains. Je crois que je l'ai jamais vu faire une passe main gauche. Euh, Mmh. je pense qu'il a encore pas mal de progrès à faire sur la main gauche. Sinon, j'ai pas vu non plus de passes à effet. C'est encore j'ai vu des passes vraiment très simples, pas compliquées, mais toujours dans la bonne décision, sur des kick pass ou des choses comme ça. Mais j'ai pas vu une énorme technique, en tout cas personnellement. Ouais et sur Je la trouve un peu dur. précision du coup, Je tu trouve un parlais peu du dur. timing qui était bon, sur la précision? Le timing, ouais, bah je le trouve un petit peu lent dans la prise de décision en fait. Ah ouais, c'est Ouais, intéressant. mais pas. En fait, j'ai l'impression que quand il a vu déjà, quand il a eu le temps de scanner un peu le terrain avant, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il est en prise à deux, enfin qu'il est pris par plusieurs défenseurs, je trouve qu'il a un petit peu de mal à trouver la solution et le coéquipier démarqué. Donc voilà. Mais après, c'est un peu du chipotage, hein, mais je trouve qu'il y a une prise de décision encore un peu lente. Non, mais encore une fois, hein, mais tu as raison, c'est du chipotage, mais encore une fois, on a un prospect générationnel. Évidemment, on coupe les cheveux en 4 parce que c'est ce qui va faire la différence entre, un All-Star et un Hall of Famer peut-être, tu vois? Donc c'est Ouais. pour ça et vu que ce sont les projections, c'est pour ça qu'on le fait. Tom, tu avais un truc à dire? Je crois que je t'ai Ouais, coupé la chic. ouais, j'allais dire que je te trouvais super dur, sur les passes, bon, il fait des passes simples, hein, bien sûr, mais il a aussi déjà une gamme de passes difficiles par rapport à Mmh. son poste, par rapport à sa taille et par rapport à ce qu'on attend d'un mec comme ça.
Moi, honnêtement, il m'a bluffé, bien sûr, sur tout l'aspect de l'adresse, bon, sur la taille, sur sa vélocité et tout ça. Mais dans la passe, je l'ai déjà vu faire, en étant au stade, des choses qu'un grand ne fait absolument jamais. Ou alors, tu es Nikola Jokic, donc qu'un grand ne fait jamais. Donc, je l'ai vu tenter. Il y a eu des skip passes des deux mains, vraiment, j'en vois des deux mains. Euh, des passes bien senties, c'est vrai que les touch passes, tu as raison de dire ça, Hugues, c'est des trucs qu'on adore, c'est des trucs même de petits, encore une fois, hein, de le passer sur le rebond offensif. Mais je l'ai vu tenter des passes entre les jambes de mec, des passes un peu aveugles sur le mec qui coupe. Alors, je te dis pas que c'est des passes ultra difficiles, je te dis que peu de grands tentent ce genre de passes. Et Hmm. il en a déjà vachement tenté, réussi aussi. Il y a des pertes de balles ici et là, mais ça fait partie du jeu. Mais le potentiel qu'il a sur la qualité de passe, avant d'aller sur des passes simples que te donne la défense, bah, je la trouve déjà hyper élevée pour un mec de son âge, et encore en ajoutant ses qualités physiques, ou en tout cas ou ses défauts physiques pour ce type d'action sur un terrain de basket. Ouais, il y a une créativité. Alors après, Mathias, je t'ai lancé sur le chipotage, évidemment, pour que tu décortiques un petit peu comme ça. Est-ce que tu as une passe qui t'a plu, du positif, une passe, tu t'es dit, tiens, celle-là, il n'y a pas grand monde qui la ferait. Bah, je crois que je vais être obligé de rejoindre Hugues, hein, les touch pass. C'est vrai que il y a un match, je sais plus contre qui c'est. Il en a fait au moins 3 dans le match. Ouais, Et c'est vrai qu'elles sont toujours bien senties, elles sont toujours très, très efficaces, quoi. ouais, c'est vrai. Et Hugues, tu avais d'autres types de passes qui t'avaient plu, il me semble, puisqu'on a parlé avant quand même, on prépare un petit peu, mine de Ça rien, nous le arrive, ça nous sujet. arrive. Ouais, il y a plusieurs situations. Thomas, il parlait de Nikola Jokic. C'est un secteur où on a assez peu exploité Victor cette année encore. C'est le position poste haut dans des situations de hand-off. Et il a des séquences où il est comme ça dos au cercle et il arrive très bien, tu vois, sur une fin de hand-off. Le joueur cut dans le dos finalement, il la passe à deux mains dans son dos. Donc il y a quand même une certaine, effectivement, créativité. Il y a un goût pour le risque. Alors des fois, ça fait perdre de balles, mais c'est un jeune joueur qui se fait kiffer. Et puis, quand on parlait de fois de, tu vois, tu disais sur des prises à deux, manque de lecture de jeu, je pense qu'il a aussi ce truc où il veut scorer. Et quand il veut scorer, ben, il peut s'enfermer là-dedans et forcer un tir, etc. Mais encore une fois, c'est un très très jeune joueur et il y a du Hmm. développement. Pour les autres types de passes, j'aime beaucoup cette passe et Mathias y en a parlé, hein, la passe une main droite par-dessus l'épaule, c'est une passe qui ressemble presque à un hook, c'est une passe qui ressemble presque à un bras roulé, où tu te demandes s'il peut scorer, parce qu'il peut scorer, mais il rabat le ballon pour Hmm. trouver soit un joueur dans le dunking spot, soit kicker, avec déjà un peu de manipulation visuelle, hein. On a l'impression qu'il va être dans le tir, et puis d'un coup, avec un geste de poignet assez safe, il peut la rabattre pour trouver un shooter dans les corners, donc ça c'est un geste qu'il maîtrise bien, et je trouve qu'il a progressé sur ce secteur-là dans le short roll. Avant, c'était des passes assez statiques qu'il faisait, puis maintenant il récupère le ballon et tout de suite il peut partir vers l'avant et kicker sur le corner avec cette passe. Et puis dans l'autre secteur, un secteur que je vois assez peu parce que je trouve que Victor est encore un peu en retrait dans le rebond défensif. Les passes que j'appelle les passes à la Kevin Love, que Kevin Love fait excellemment bien. Je prends le rebond et puis je t'envoie une passe de quarterback à travers tout le terrain pour des mecs qui courent. On a un joueur qui a la capacité de récupérer la balle et de porter le ballon jusqu'à la ligne à 3 points, mais on a un mec aussi qui peut lancer les coéquipiers. Donc quand tu joues avec des gros athlètes et des dragsters comme il peut avoir du côté de Boulogne, c'est aussi très efficace. Donc je pense qu'au niveau supérieur, ça on va en voir plus parce que il aura plus de responsabilités au Hmm. rebond que dans cette équipe de Boulogne à mes yeux. Et donc on va avoir des grosses transitions menées où il va envoyer le ballon à travers et les mecs qui vont courir, surtout sur une équipe je pense qui va être assez mauvaise au début puisque c'est des équipes qui tankent et donc des équipes qui jouent souvent très très vite. Tu vois, Houston par exemple, ils s'éclateraient là-dedans où on court tous vers l'avant comme des demeurés mais on le fait avec beaucoup d'énergie et Jalen Green qui remonte ou Kevin Porter Jr. etc. Donc voilà un point que je veux fixer, la passe après rebond pour Victor Wembanyama. Et bah, tu me permets de faire la transition vers la question que je voulais poser à Tom, qui est quand même parmi nous celui qui sans doute regarde le plus de NBA. Euh, pour toi, de quoi il aura besoin dans son bagage technique à la passe par rapport au rôle qu'on va lui assigner? En fait, tu l'imagines dans quel rôle et qu'est-ce qu'il aura besoin de faire pour réussir dans ce rôle-là?
C'est une bonne question, c'est assez vaste. Là, dans les premiers mots qu'on a dit, on est allé beaucoup sur la technique, Ouais. et c'est normal. Mais je crois qu'on oublie quelque chose d'évident quand on parle de passes, c'est la sensation du joueur à faire des passes quand le jeu demande de faire une passe. Et c'est vrai que Victor est tellement fort, de toute façon, que, que quand il a décidé de tirer ou qu'il a décidé de jouer pour lui, bon, bah, en général, il va tirer. Mais je l'ai vu très souvent chercher des passes, même dans des temps forts pour lui, des moments où il est chaud, chercher des passes pour faire briller les autres. Je parle pas de la passe pour faire une passe décisive, je passe de la passe parce que le jeu va te le demander. Donc une qui passe ou une passe dans le jeu, en tout cas sans forcer sur un contre un. Et quand je me projette sur le joueur NBA qu'il va être, donc sur un terrain plus grand, avec beaucoup plus d'espace, avec des joueurs plus forts aussi, hein, forcément, moi je l'imagine être un joueur, bon, d'abord sur le post-up, dominant, donc si tu es dominant sur le post-up, il y aura forcément des prises à deux, il y aurait une lecture à avoir sur ce type d'action qu'on peut qualifier allez, de simple si tu as un QI de basket assez élevé, c'est le cas, mais il y aura aussi, pourquoi pas, toute cette comment dire, cet endroit sur le terrain à la Jokic Hmm. en tête de raquette. On le voit pas du tout, du tout, du tout dans ces positions-là aujourd'hui, avec des mecs qui coupent, etc., ou en tout cas qui vont jouer off-ball pour lui offrir des ouvertures. Et je crois que ces deux situations seront des situations où Victor va d'abord exceller d'ici quelques années et qui vont lui permettre d'avoir une moyenne de passes franchement haute. Moi, je l'imagine dans quelques années être en NBA à au moins 5 passes de moyenne. Ouais. Donc, et c'est des situations assez simples, faciles à travailler. Le short roll, il y en aura de temps en temps, enfin, il y en aura énormément, mais il est tellement plus qu'un mec qui pose un pic et qui ouvre qu'en fait, il y aura beaucoup d'autres situations sur lesquelles il aura des lectures assez simples, entre guillemets, à faire, et donc il pourra produire plein de passes décisives. Hmm. Mathias, t'imagines, toi, des situations sur lesquelles on pourrait le projeter en NBA pour conclure sur ce passing? Ouais, bah sur du short roll, sur du pick and pop, sur de l'ISO. Voilà, après le rêve, c'est toujours de voir quelque chose ressembler à du KD. Mais Ouais. Clairement. mais ouais, de toute façon, il y a il y a tellement d'options envisageables avec Victor et c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Tom, je sais que même nous, on n'aime pas trop les comparaisons, mais est-ce qu'on peut le comparer dans ce domaine de la passe avec un gars comme KD? Ouais, mais en fait, KD, c'est en fait vous avez raison hein, d'aller les gars sur KD, parce que c'est peut-être la meilleure comparaison possible. Un scoreur filiforme, mais qui en fait est tellement un bon basketteur, va avoir tous ces autres compartiments du jeu qui vont évoluer naturellement. KD, ça fait des années hein, qu'il est assez haut en moyenne de passes décisives. Donc quand je dis haut, c'est à partir de 5, hein, bah, parce qu'il est tellement fort qu'en fait, il y a beaucoup d'ouvertures qui vont s'offrir à lui pour faire des passes simples. KD, personne ne va le citer parmi les meilleurs passeurs de NBA, mais en fait, la défense est tellement focus sur lui que Ouais. forcément, il va y avoir des ouvertures. Je crois que Victor, il n'a pas besoin d'être un excellent passeur pour créer des passes difficiles. S'il réussit à, à ouvrir dans les bons timings, à faire la passe dans les bons timings à ses coéquipiers, Mm. naturellement, ce sera un bon passeur de NBA, voire un passeur de très haut niveau pour son poste. Et puis, il voit 5 passes, bon, Bah on en oui, connaît oui. très très Et peu. puis comme tu disais, vu qu'il a déjà l'état d'esprit pour le faire, c'est normalement pas quelque chose qui devrait être un problème. Est-ce que ça, Et vous le ressentez aussi, quand tu parles d'état d'esprit, ce truc d'avoir quand même envie de faire jouer les autres? ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr. Mais c'est aussi être un leader. Impliquer les autres, ça veut dire, se mettre dans des conditions optimales pour, aller chercher la victoire, normalement. Donc effectivement, c'est intéressant. On va clore cette partie 1 et on va te laisser, vaquer à tes multiples casquettes, Tom. C'est gentil. Merci d'être passé, Bah, merci à dans vous, Victoire et les autres. Hem, carrément. évidemment, j'allais dire, j'ai même pas la peine de te faire la promo. Je pense que les gens qui écoutent Envergure connaissent la First Team. L'inverse, c'est pas forcément vrai, On est liés mais quand même depuis des années, donc oui, oui, bien bah, sûr, oui, ouais. oui.
Mais voilà, on connaît vos rendez-vous. C'est quasiment en continu la First Team. Il n'y a pas que du basket en plus. On essaye et on a justement le prochain match de Victor contre Fos-sur-Mer à Voilà. Marseille qu'on passe. Donc ce sera l'occasion de voir si Victor continue de progresser sur son passing game. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Tom. Merci les amis. Merci, à plus. Ciao. Ciao. Messieurs, on va parler des autres. On va parler d'Anthony Black. Black and finds a wide open Mekhi Mitchell underneath. Anthony Black is special. And it's 6 assists against Louisville. Could have had more. Alors Mathias, je te donne la parole pour me faire un petit portrait d'Anthony Black, une fiche d'identité pour les gens qui ne connaissent pas. C'est qui ce joueur? Qu'est-ce qu'il fait sur un terrain? Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors Anthony Black, c'est une recrue 5 étoiles qui joue à Arkansas. Donc on est sur un guard oversize qui a pas toujours été guard. Il a beaucoup joué ailier. Profil très playmaker, très bon passeur, très bon connecteur. Pas vraiment un bon jump shooter, mais très bon playmaker, bon défenseur, très versatile, athlète, plus qu'honnête. Donc pas mal de trucs qui font un peu saliver, quoi. Ouais. Et un bon début de saison du coup. Et un bon début de saison dans une équipe d'Arkansas qui alterne le bon et le moins bon, et dans une équipe dans laquelle il est titulaire surtout, en profitant de l'absence de l'autre recrue star de l'équipe, Nick Smith. Donc il en profite parfaitement pour l'instant. Hugues, c'est quoi son ticket d'entrée en NBA en fait? Juste, c'est quoi son argument de vente qu'on va voir tourner sur ESPN? On va avoir le classique shit maintenant qu'on a tout le temps. C'est il est grand, il est polyvalent, il porte le ballon. Donc les gens ils vont acheter très très haut maintenant quand tu fais plus de 2 mètres et que tu peux dribbler, passer, défendre plusieurs positions, t'es donc complètement moderne. Donc on va aller là-dessus sur un joueur de transition. Il va y avoir peut-être des fantasmes de créateur principal, créateur secondaire, et ça peut-être on détaillera un peu plus après. Chaque franchise va devoir décider, mais voilà, le côté effectivement très grand, je porte le ballon, je prends le rebond, je peux mener une transition et je peux en théorie défendre plusieurs positions. C'est dans la norme actuelle et beaucoup de joueurs sont très haut draftés juste pour ces critères-là. Mathias, c'est marrant, Hugues, il a dit qu'il peut passer, qu'il peut défendre, qu'il peut dribbler, mais il n'a pas dit shooter. Est-ce que ce serait pas un peu le point d'interrogation d'Anthony Black? Bah, clairement, c'est la grande question et la clé de sa projection en NBA. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire sur son tir? Pour l'instant, un bon pourcentage. Enfin, bon pourcentage, il doit être autour des 36%. Une mécanique, comment dire? Tu peux dire dégueulasse. Hein, j'hésitais à le dire en fait. Bon, voilà. Pas vraiment de diversité dans le shoot. Il n'y a pas vraiment de pull-up, il n'y a pas de tir en mouvement, il n'y a pas de mid-range. Mais tout de même, je trouve que c'est un très bon finisseur au cercle. Mais voilà, sinon, c'est pas un shooter, quoi. Après, on a vu des joueurs qui réussissent bien en NBA et qui à l'époque avaient le même profil et un shoot pas très beau. Je pense à Josh Giddey aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples. L'important, c'est aussi le volume au bout d'un moment. Hugues, ouais. Tu le projettes où, Anthony Black, dans cette classe pour donner un peu une idée aux auditeurs? Évidemment, on rentrera plus dans le détail, j'explique, mais on aura des portraits qui rentreront dans le détail. On fera un truc 30 minutes Anthony Black spécifique. Là, c'est juste pour vous présenter un peu des gars qui seront dans la même classe que Victor. Bon, peut-être que tu l'as entendu à mon ton depuis le début, je suis pas son plus grand fan, j'étais très très amoureux du joueur à la sortie de son tournoi américain, parce qu'il a joué avec, alors je sais plus si c'est les U18 qui ont démoli la compétition américaine avec Cam Whitmore entre autres. On va dire que parmi les meneurs de jeu de cette classe de draft qui joue en NCAA, il n'y en a pas énormément. Je vais la voir, moi, derrière un mec comme Jalen Hood-Schifino qui joue à Indiana. Donc on va être sur
à mes yeux, peut-être plus de la fin de loterie. Je vais pas l'avoir dans mes 2 OK. premiers tiers, parce qu'il y a il y a un joueur pour le coup dont je viens de parler là, enfin dont je viens d'évoquer le nom, qui fait tout mieux que lui, dans tous les secteurs de jeu. Mmh. Donc forcément, il pâtit à mes yeux de la comparaison, Mmh. par rapport à son compère de sa classe de draft freshman aussi. Mathias, est-ce que tu valides la projection de Hugues ou est-ce que toi, tu le vois peut-être un peu plus haut ou un peu plus bas? Moi, je pense que je l'aurais, ouais, je l'aurais pareil, fin de loterie. Bon, au Mmh. mieux, au bord du top 10, mais pas plus, je pense pas. Ok, donc Anthony Black, Arkansas, un prospect évidemment à suivre pour cette QV 2023 de la draft 2023. Évidemment, on vous renvoie vers notre site pour avoir au moins la fiche d'identité, la tête de ce monsieur. Et puis évidemment, suivez tous nos analyses sur Twitter de temps en temps. Les Hugues, les Mathias. Les Thomas vont vous balancer du petit tweet pour vous informer quand il y a de la belle perf ou des évolutions intéressantes. Messieurs, je vais vous laisser puisqu'on va faire la dernière partie. Merci, merci Mathias. Bah, de rien, un plaisir. Merci Hugues. Eh ben, toujours comme d'hab, hein, ça régale. Des gros bisous. Allez, Ciao à tous tous. les vendredis sur Twitch. À plus les gars. Et tout de suite, c'est la partie 3 avec nos invités très spéciaux. Victor Wembanyama. His arms are so long. Troisième partie de ce podcast Envergure. Donc d'habitude on l'a fait en anglais, mais là on va la faire en français et puis on mettra les sous-titres après pour la partie anglaise. On a deux invités. D'habitude on n'en a qu'un, là on en a deux parce que c'est beau. Parce qu'on voulait avoir quelqu'un qui a joué face à Victor Wembanyama, qui a connu un mois de décembre pas si simple, notamment parce que il y a eu ce match face à la SIG Strasbourg le 26 décembre, victoire de la SIG, et le match-up, c'était un certain Bodian Massa, et qui est avec nous ce Bonsoir. soir. Bonsoir. Salut Bodian. Salut, merci d'avoir fait appel à moi et ça va être un plaisir de pouvoir te raconter tout ça. Bah oui, tout le plaisir est pour nous. Et donc, pour nous donner un peu les coulisses aussi de ce match, on a en plus, celui que vous connaissez, l'assistant de la SIG, Romain Leroy. Romain, comment vas-tu? Ça va, donc Bodian me supporte dans la journée, maintenant il fait de l'extra sur les podcasts, c'est bien. C'est ça, c'est ça. On va faire en sorte, Bodian, que ça dure le moins de temps possible pour... Non, Ouais, parce qu'on se voit dans moins de 12 heures, on se voit si tu veux. sûr. Donc je vais écourter le temps au maximum. Bon, match-up face à Victor Wembanyama. Alors, on va pas éventer les secrets de la préparation de match, mais quand même, ce qui m'intéresse de votre part à vous deux, et je vais poser d'abord la question à toi, Bodian, quelle consigne spécifique tu peux nous dévoiler que tu as face à Victor Wembanyama? En gros, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce match-up avant le match? Elle est comment la préparation par rapport à un match-up plus classique? Enfin, c'est un pivot plus classique. Bah déjà, je pense que toute personne sait que c'est pas une personne entre guillemets classique. Ouais. Sans manquer de respect à tous les autres joueurs, c'est pas une personne classique parce que il est assez grand, il fait 2m21, il a 2m30 d'envergure, et il est capable de shooter à 3 points et tout. Donc je pense que la préparation de match, comme tu as pu le dire, elle était totalement différente. Et une consigne qu'on a pu nous donner, je pense, c'est d'essayer de lui faire prendre un maximum de tirs à bas pourcentage. Ce qui nous aurait permis, je pense, et du coup, je pense qu'il nous a permis de le mettre un peu plus en difficulté et de générer un peu plus de frustration de son côté, et aussi de frustration aussi du côté de ses coéquipiers. Et alors, une fois qu'on me dit ça, comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire, toi, comment tu fais sur le terrain
Vraiment, tu peux rentrer dans le technique, il y a pas de problème. Comment tu fais sur le terrain au niveau de l'activité des mains, des orientations des pieds, de la distance avec, l'attaquant pour lui faire prendre justement ces tirs à bas pourcentage? Bah, déjà, j'ai la chance de pouvoir quand même d'avoir une bonne latéralité défensive, de pouvoir quand même bien me déplacer. Ouais. Du coup, ce qui me permettait de pas être trop en retard à chaque fois sur ses dribbles. Je l'ai été, je crois, une ou deux fois, mais en faisant tous ces dribbles, je pense il m'a rarement passé en dribble. Et aussi, j'ai ma taille qui m'a permis, je pense, de le gêner un maximum. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Victor est très grand et a une très grande envergure. C'est-à-dire que même quelqu'un qui fait 2 m 8, 10 comme moi, il va le gêner, mais ça va pas être énorme. Donc, je pense avec mon activité, parce que j'ai aussi beaucoup d'activités en défense et j'y mets beaucoup de cœur en défense, parfois même un peu Ouais. trop. Ça m'a permis d'être à chaque fois assez proche de lui. Même au début du match, je pense que je me suis un peu oublié en défense sur quelques actions parce qu'on a eu beaucoup de drive dans la raquette. J'étais assez concentré sur lui et je vais pas dire ça m'a permis de le faire sortir de son match parce qu'il fait quand même un match extraordinaire malgré tout en termes de statistiques, mais ça m'a permis de réduire son pourcentage de tir. Ouais. Romain, est-ce que la consigne avant le match, c'est de un peu moins aider sur Victor? Comment tactiquement on met en place une rencontre face, à un gars qui a des qualités que personne d'autre n'a dans le championnat de France? En fait, on avait un plan A, un plan B, hein, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais sur le plan A, la volonté, c'est ce que dit Beau, c'est-à-dire que on voulait faire en sorte qu'ils prennent des tirs qui soient le plus compliqué possible à avoir, de façon à faire baisser le pourcentage du joueur. Parce que c'est un joueur d'exception, donc inévitablement, faut faire des choses un peu exceptionnelles. On a regardé un peu ce qu'ont fait les autres avant nous, hein. Monaco avait pris cette option-là aussi. Rohan avait pris une option un peu différente, mais qui rejoignait cet axe-là. Monaco, par exemple, l'a pas mal défendu avec un 3-4 assez mobile, assez actif, en plus de John Brown, avec Blossom Game et John Brown, avec les deux. Et ça nous a donné des idées, hein, clairement, parce que c'est un joueur il faut défendre dans l'intensité. Donc on était vraiment sur cet axe-là, et surtout, en fait, l'idée, et c'est un petit peu le leitmotiv de ce qu'on fait défensivement, c'est de ne pas laisser le joueur intérieur attraper la balle facilement, et surtout, une fois qu'il l'a, ne pas lui laisser le temps de lire. Victor est pas un mauvais passeur, donc derrière, si en plus on laisse lire après une réception facile, on se met en difficulté. Et c'est là où le travail de Bodian notamment était très important et précieux, parce que c'est un joueur qu'il faut toujours jouer avec intensité, toujours être face à lui, essayer de cadrer au maximum, lui forcer à poser la balle au sol et à le tenir dans les petits espaces, parce qu'il a malgré tout besoin d'amplitude, parce qu'il a la latéralité, la verticalité. Et plus on donne d'amplitude à ces joueurs-là, plus c'est compliqué. Et donc, toi, quand tu prépares les joueurs, très spécifiquement, quand tu fais ton scouting des adversaires avant le match, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a des préférences? Enfin, est-ce que tu dis, par exemple, il vaut mieux qu'il dribble sur sa main droite avant de tirer? Je dis un exemple au hasard, c'est peut-être pas ça, mais tu vois, est-ce qu'il y a des genres de consignes qui existent pour, Victor? Bon, ça existe pour un peu tous les joueurs, donc je vais pas te mentir, je vais regarder ce qu'on avait choisi pour lui. Euh, L'idée, c'était ce que je t'ai dit, principalement, Ouais, c'était pas d'attraper de balles faciles et pas d'attraper de balles avec un temps pour lire. Standing catches, tu sais, c'est le fait de pouvoir attraper et de lire. ouais, On était vraiment ouais. là-dessus, et vraiment de pas donner le temps de lecture et être dans l'intensité. C'est clairement ce qu'on a écrit sur quoi faire en défense. Et par contre, de l'autre côté du terrain, décision rapide face à lui. Parce que Ouais. malgré tout, faut essayer de tenir compte du fait que il a une très très bonne latéralité pour un joueur de sa taille, mais malgré tout, il faut bouger. Et l'implication qu'on a eue aussi en défense pour essayer de le faire défendre certaines situations était aussi une des clés. Donc Mmh. globalement, on a ciblé un petit peu les deux côtés du terrain avec ce qu'on peut faire. De toute façon, encore une fois, c'est un joueur d'exception, mais Ouais. on se rend compte qu'il y a des petites choses qu'on peut encore exploiter par rapport à lui à notre niveau. Donc ça veut dire qu'on préfère être peut-être trop près de lui quand il attrape la balle, quitte à
faire un peu passer sur le premier pas, mais au moins pas lui laisser le temps, comme tu dis, de lire, plutôt que en gros, on préfère lui ouvrir peut-être un dribble ou deux plutôt que de Mm. lui laisser la possibilité de tirer ou de prendre une bonne décision, quoi. L'idée, c'était vraiment d'être en miroir par rapport à la balle, Ouais. c'est-à-dire toujours une main dessus. Et en fait, je pense que après, c'est bon, c'est Beau qui était sur le terrain, donc il l'expliquera sûrement mieux que moi. Mais l'idée, c'est ces joueurs-là, je pense qu'il faut toujours être entre le panier et le cadrer le plus possible. Plus tu donnes d'angle, plus c'est compliqué après derrière. Alors Mmh. que tant que tu arrives à rester de face, à partir du moment où un joueur de cette taille-là, tu restes de face, comme il a besoin d'amplitude, si tu es face à lui, que tu cadres, il peut pas franchir. S'il peut pas franchir, il gagne pas le duel. Mmh. Si tu commences à mettre de l'orientation, c'est plus compliqué. Mais c'est encore une fois, je préfère laisser aussi Beau répondre par rapport à ça. Pour moi qui ai défendu sur Victor Wembanyama, Bah, c'est Monsieur Massa. justement Donc, justement, monsieur Massa, quand tu rentres, sur le terrain, vraiment dans les faits, premier duel, quelles consignes tu as en tête et quelles sont tes priorités, vraiment dans ton cerveau d'athlète, de se dire: «Il faut que je sois là, là, là». Quelle est ta priorité sur le 1er, le deuxième duel avec Wembanyama en début de Je match? pense que mon duel avec Victor, il commence avant le match déjà, parce que OK. il commence pour moi, on va dire entre guillemets en début de saison, quand tu vois que Victor, il fait chaque week-end des statistiques phénoménales. Du coup, tu te dis un jour ou l'autre, ça va finalement finir par m'arriver. Maintenant, le premier duel, ben forcément, je sais que j'ai été avec Vincent Collet, le coach, euh, en équipe de France. Je suis quelqu'un qui fait quand même un peu beaucoup de fautes, donc je me dis que le premier duel, forcément, et on a un problème d'intérieur à ce niveau-là, donc je me dis peut-être que le premier duel, il va être pour Victor, match de Noël, salle pleine, ils vont sûrement à la télé, ils vont essayer de donner la balle. Et ce que je fais tout simplement, c'est, je crois qu'il attrape la balle à 3 points. Moi, je suis face à lui, je mets mon bras, je défends, et il rate son tir. Donc, à partir de là, je me dis, même si j'ai juste mis mon bras, il a raté son tir, je me dis, ah, ça m'a donné de la confiance directement, en fait. Mmh. Ça m'a donné de la confiance. Je me suis dit, ben, il a raté son premier tir. Pour moi, j'avais fait une bonne défense, même si elle était anodine, hein, mais je me suis dit que j'ai fait une bonne défense. Donc, du coup, ça m'a donné de la confiance et je me suis dit, ben, ouais, je peux défendre. Et après, de l'autre côté, en attaque, je vois que j'arrive quand même à avoir des solutions. Mine de rien. On arrive quand même à avoir des solutions en attaque parce que jusqu'à présent, il a mis beaucoup de contres, il prend de l'espace. Et là, sur ce match-là, en attaque, on arrivait quand même à avoir des solutions et on avait quand même de l'espace dans la raquette. Donc au final, au fur et à mesure, ça a fait que j'ai pris confiance en moi et ben, une fois que tu es en confiance, entre guillemets, tout peut arriver et d'un côté, tout va dans ton sens, entre guillemets. Ouais. Et du coup, après, sur les match-up où il va justement plus driver que shooter, etc., est-ce que tu réagissais différemment que sur un autre duel que tu aurais eu dans la saison? Et comment tu réagissais différemment, en fait? Quelles étaient tes attitudes? Je parle vraiment physiquement. Ouais. Tu as bien expliqué le mental, mais vraiment physiquement. Bah, je sais que, enfin, je sais, je connais pas exactement toutes ses manières de jouer, mais en ayant regardé un peu jouer Victor, c'est quand même une personne par rapport à certains joueurs sur mon poste, c'est pas une personne qui va prendre la balle post-up et qui va essayer de t'enfoncer en Mmh. dessous du panier. Je sais qu'il aime malgré tout quand même assez se retourner, ou alors s'il est un peu plus loin, il va prendre la balle, il va dribbler, puis il va shooter à 3 points. Il fait rarement prendre la balle, enfoncer un joueur. Donc je savais que dans ce cas-là, à chaque fois qu'il allait prendre la balle, peut-être dos au panier un peu plus loin que la raquette, je savais que ça allait il allait se mettre face à moi, il allait essayer de dribbler entre les jambes ou il allait essayer de dribbler face à moi. Et moi, comme j'ai pu le dire en début de podcast, malgré tout, j'ai quand même une bonne latéralité. Donc ça fait que je crois qu'une fois, il est passé ligne de fond, et c'est ce que disait Romain, en fait, avec Victor, c'est que lorsqu'il passe ligne de fond, lorsqu'on n'a plus les appuis en face de lui, lorsqu'on n'est plus face à lui, il est tellement long
que, en fait, C'est fini. le fait qu'il saute et qu'il tende ses bras, il est quasi au panier. Du coup, il a réussi à provoquer une faute comme ça. Et le fait de rester face à lui, à chaque fois, je me disais, Bodian, il faut que tu restes face à lui et un maximum, ne pas le coller, parce que c'est se jeter un peu à l'abattoir, garder une petite Ouais. distance de bras, et puis après, s'il tire, quoi qu'il arrive, ben, il fait 2,21 m, que tu fasses 2,10 m ou que tu sois plus petit, il réussira quand même à tirer. Mais essaye de le Ouais. gêner un maximum. Et puis, en le gênant, forcément, ça va le mettre dans une situation inconfortable. En essayant de le faire prendre des tirs forcés, ça va mettre son équipe aussi dans une situation inconfortable. Et de l'autre côté, ben, en attaque, comme il a dit Romain, on a réussi à le mettre plusieurs fois en danger. Donc, Ouais. Sur ce match-là, Victor, il shoot à 33%. Ça lui arrive, c'est tout simplement le deuxième score le plus bas de la saison, et encore le premier, c'était face à Pau, il avait joué que 20 minutes, etc. Il shoot à 6 sur 18. Comment toi, tu as senti vraiment sur le terrain qu'il réagissait face à cette situation de difficulté? C'était son troisième match au-dessous des 40%, alors qu'avant il marchait sur l'eau, hein. Pendant 7-8 matchs, il marche sur l'eau, quoi. Comment il réagit face justement à une adversité qu'il a du mal à surmonter, même si, comme tu l'as dit, il fait des super stats, mais il n'est pas adroit, quoi. je trouvais qu'il était quand même assez serein, dans le sens où, bah, mine de rien, il rate un tir, il continue à reprendre un autre. Il reprend un autre tir, ça te dérange pas. Et au final, à la fin, on voit bien qu'on a on a quasi failli perdre le match. Il met un tir, je crois, Ouais. à 1 mètre derrière la ligne. C'est moi qui défends. La balle, elle est montée limite au plafond du Rhenus et il fait ficelle. Et surtout, mine de rien, il a pas un super pourcentage, mais au final, il a pas douté et je le vois sur ses lancers parce qu'il fait quand même, je crois, 14 sur 14 12 et sur 12, 12 ouais. sur 12, 12-12. pardon. Non, non. J'ai un peu lancé, Ouais, mais il fait, on voit l'idée, ouais, quoi. il fait 12 sur 12 alors que peut-être que un joueur qui douterait, il aurait raté un ou deux tirs, il arrive au lancer, il en aurait peut-être laissé filer trois, qui serait 9 sur 12, ça serait quand même bien pour un intérieur, même voire exceptionnel ou énorme, mais là il fait 12 sur 12, donc il a pas forcément douté, même si au final il y a un peu de frustration, parce que après du coup tu forces un peu plus les actions. Bien Il y a, sûr. il y a plusieurs petites choses là que dit Beau qui sont intéressantes. La première, c'est moi j'arrive dans la salle 1h10 avant, quand les mecs sont à l'échauffement, c'est déjà un cirque incroyable, il y a du monde, ça prend des photos et compagnie, et tu sens qu'à aucun moment le joueur il est impacté négativement par le cirque qu'il y a autour. C'est alors que je pense que quand ça arrive toutes les semaines comme ça, et encore chez nous c'était assez calme, il y a des endroits où c'est plus compliqué en termes de disponibilité pour le public, etc., etc. Ça déjà il le gère avec beaucoup de sérénité. Ensuite, sans mettre de comment dire, sans nuancer la victoire qu'on a contre le Valois, hein, sans rabaisser la qualité de la victoire qu'on a contre le Valois. Il joue 3 jours avant contre Cholet, et c'est pas forcément une équipe sur son rythme de saison, contrairement à nous ou à d'autres clubs qui sont européens, qui sont habitués Il à joue jouer tous tous les les 3 2-3 jours. jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un paramètre également à prendre en compte. Après derrière, il a beau être un petit peu en deçà au niveau adresse, sur le banc à 2 minutes de la fin, on n'est pas serein malgré tout, parce que même si on est monté à plus 13 ou plus 15, quand il commence à se mettre en route, on imagine déjà l'article dans la presse le lendemain où en 2 minutes, il a retourné le truc et voilà. Parce que quand il commence à mettre le premier tir, il redonne de la confiance tout de suite à tout le monde et il doute pas. Et ce que dit Bodian, le dernier point qui est super important, le joueur intérieur à 2,21 capable d'enfiler des perles quand il est sur une des lancées, c'est de l'argent à la banque, hein. Ouais. Ah bah oui. Parce Bah oui, là, que il en tente 12, et en face, il y a pas forcément la volonté de maillotcher. C'est juste qu'il les provoque parce que ouais, alors après ça c'est un autre débat parce il y a aussi une très légère mansuétude sur certaines actions où il y a le statut qui parle et ça c'est voilà, c'est autre chose. Je pense que oui, 12 bah, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais Ouais. voilà, après derrière le joueur crée le statut aussi et le contexte fait que et oui, puis il l'aura, par la suite, le statut, enfin, oui, quand il oui, non, mais c'est arrivera en ça, c'est NBA, pour il ça que l'aura. ça, moi, je le remets pas en question. C'est-à-dire que je nuance pas la victoire, mais il y a aussi des facteurs qui expliquent qu'à un moment,
le joueur, il peut pas non plus être exceptionnel toutes les semaines. Et malgré tout, bon, il finit à 26-18, je crois, contre nous. C'est ça. Ouais, un chantier quand même. Oui, Faut changer, hein. ça fait un petit chantier. Bodian, on parle souvent, enfin pas on, parce que nous on sait quand même faire la part des choses et c'est pas un joueur qui joue pas forcément toujours près du cercle, mais le rebond est pas toujours cité comme une qualité de Victor. Tu l'as trouvé comment dans ce domaine? C'était comment la lutte face à lui pour le rebond? Il a pris 18. Après, Ouais. c'est vrai que par rapport à certains, joueurs, c'est vrai que c'est pas un mordu, on va dire entre guillemets. C'est pas quelqu'un qui va se battre forcément pour aller récupérer le rebond. Il est pas dans le Ouais. fight, mais il a cette qualité d'être, il a ce don, même je dirais, d'être grand, qui lui permet malgré tout, même s'il n'est pas dans le fight, eh ben, de pouvoir récupérer 9 rebonds par match, parce que je crois qu'il doit être à 10, Ouais, c'est à peu 10, près ça, 10 je ouais. crois, 10 rebonds par match, et malgré tout, ben, c'est quand même un don, et il en profite, quoi. Oui, Il, oui, c'est clair. il utilise très bien sa longueur en fait. Il a des segments qui font qu'il a pas besoin. C'est pas un joueur qui est dans le combat au sol nécessairement. Ouais, D'une part parce que c'est pas du tout son truc et puis il a pas encore le volume physique pour, je pense aussi, même s'il a Ouais. énormément évolué, il a dû très bien bosser cette année encore parce que je trouve que physiquement il évolue, c'est visible de mois en mois. Par contre, il a pour lui le fait d'avoir donc la longueur et un timing, ce qui fait que sur les rebonds off notamment, s'il est pas trop loin sur un bon off, c'est claquette ouais, à chaque fois. exact. Donc à ça. Après, le rebond def, il protège le cercle suffisamment. Et la balle, bah, quoi, il fait 2-20, donc la balle va lui retomber dans les mains à un moment ou à un autre. Mais ce que dit Bodian, c'est vrai, c'est pas un joueur de combat, c'est pas un joueur au sol nécessairement. Par contre, il y a des qualités athlétiques et physiques et dans la lecture et la compréhension aussi des trajectoires sur choses-là, sur l'anticipation, qui font qu'il va compenser le fight qu'il aura peut-être un peu moins que d'autres, ou la capacité à aller au charbon qu'il aura un petit peu moins que d'autres. Mais c'est pas quelqu'un qui n'aime pas, enfin, c'est pas quelqu'un qui aime pas le contact, c'est pas quelqu'un qui va le fuir en fait. Ouais, C'est un ouais, joueur ouais. qui est très en finesse et qui n'a pas besoin aujourd'hui d'être dans le fait de cogner dans la dureté pour obtenir quelque chose ou pour aller chercher quelque chose. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, ouais, tout à fait. Baudian, ma dernière question, c'est à propos un peu de l'état d'esprit. Mais tout à l'heure, tu as dit il était serein, mais comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que c'est un gars qui ouvre sa gueule, qui trash talk un peu? Est-ce que c'est un joueur qui parle que à ses coéquipiers? Quelle attitude il a avec son environnement en fait en général? Est-ce qu'il est complètement dans sa bulle ou est-ce qu'il est comme tout le monde? Non, après, bon, déjà, j'étais super concentré dans le match. Donc, après, Ouais, j'imagine que tu j'ai pas pu me concentrer sur tout ce qui, tout ce qu'il pouvait faire. Après, je suis aussi pas un joueur de trash talk. Donc, ouais. je l'ai pas forcément vu trash talker. Et puis, dans ce match-là, ça a été assez compliqué pour le Valois parce que on a pris assez tôt l'avantage avec un gros écart. Donc, et il n'était pas dans son meilleur match. Mais après, pour l'avoir côtoyé un peu en fenêtre équipe de France, c'est quand même quelqu'un qui se mélange, qui discute, qui joue avec tout le monde, qui va parler. Après, bien sûr, il a, il a, je sais pas s'il a 18 ans. Je crois qu'il va faire 18 ans. Il vient d'avoir Il 19. vient d'avoir 19. Je crois que c'était hier ou, C'est une chanson Ouais, d'Adidas, ça, non? ouais. pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un que j'ai trouvé de super mature parce que Ouais. il avait quand même des connaissances, il lisait, il avait l'air posé en fait, il avait l'air d'avoir la tête sur les épaules et pas en mode ouais moi je vais aller en NBA ou je sais que tout le monde vous êtes nuls etc. Il parle avec tout le monde et pourtant il connaît il sait le statut qu'il a et il se mélange et franchement c'est assez cool de voir un joueur comme ça. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote sur ce match? Est-ce que bah, apparemment tout le monde t'en parle depuis 15 jours. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un truc que tu racontes à chaque fois ou est-ce qu'on a dit l'essentiel? Non, franchement, j'ai une anecdote, mais à mon avis, c'est Romain qui a dû vous dire ça, mais
c'est pas mon anecdote, mais depuis ce match-là, j'ai l'impression que je viens d'arriver dans le basket, en fait. J'ai l'impression que je viens d'arriver dans le basket. J'ai vu des tweets de commentaires, de personnes, d'autres journaux disant ouais, les gens sont venus voir Wembanyama, ils ont découvert Bojan Massa. Alors que pourtant mon match en soi, défensivement, c'est vrai que j'ai fait un match complet. Offensivement, il y a encore des choses à améliorer, mais j'ai l'impression que je venais de commencer le basket, d'arriver en LNB en fait. Et Ouais. pour l'anecdote, même ça d'ailleurs, Romain au passage il est pas au courant, mais pour l'anecdote, la veille du match, franchement, je fais que je fais que de penser à mon match. C'est-à-dire que je suis chez moi, je suis posé avant d'aller dormir, je me dis demain ça va être Victor. Demain ça va être Victor. Fais attention, demain ça va être Victor parce qu'en plus, comme je t'ai dit, je sais que le match est diffusé sur Beansport. C'est-à-dire que là, c'est pas LNB TV en mode ouais, le serveur il marche pas, on n'a pas pu voir ton match, tranquille. Là, c'est même Une balle perdue en passant, on aime, c'est bien. non, désolé LNB, je viens d'arriver dans votre championnat, donc non, mais c'est là, il y a tout le monde qui va regarder, tout le monde a Beansport, tout le monde connaît Victor Wembanyama, ces matchs ils sont sur l'équipe, ça veut dire que tout le monde va être au courant de ce qui va se passer. La sieste d'avant-match, avant de dormir, pareil. C'est-à-dire, j'essaie de me poser dans mon lit, j'essaie d'imaginer, de visualiser mon match. Ouais. Donc, c'est-à-dire que s'il fait comme ça, tu essaies de défendre comme ça. En attaque, s'il se passe comme ça, d'abord tu défends comme ça. D'abord tu te mets dans cette situation, tu vois comment comment il répond. Et moi, j'avais déjà prévu, enfin entre guillemets, ça Romain aussi d'ailleurs, il est pas au courant, mais moi, j'avais pendant le match, je m'étais dit, avant le match, je m'étais dit, j'avais prévenu quelques de mes coéquipiers, j'avais dit les gars, le truc avec Victor, je pense, et je pense que c'est ce qu'a fait Rohan, si je me trompe, c'est d'essayer de lui donner le moins de temps d'adaptation en attaque. C'est-à-dire que si Victor, au début du match, il commence à enchaîner, à se dire, ben, peut-être j'ai mis 3 points sur Bodjan, 6 puis 9, je pense qu'il va rouler. Par contre, si Ouais. au début, il a Bodjan Massa qui est sur lui, qui fait 2m10, qui défend de cette manière-là. Il a après Léopold Cavalière qui défend d'une autre manière. Puis après, il a Rojon Skurux, ainsi de suite. Et ben là, ça va lui laisser moins de temps d'adaptation. Et puis, ben, au final, il aura soit une prise de décision rapide, et tant mieux s'il marque. Et si ça fonctionne, eh ben ça sera tant mieux pour nous. Donc pour la petite anecdote, voilà, c'est juste que entre la veille et le jour du match, j'ai beaucoup pensé à lui. À mon avis. J'ai énormément pensé. C'est la première fois que je pensais autant à une personne avant de jouer contre cette personne-là. Et c'est bien normal et je pense que ça va être ça pour pas mal d'adversaires dans sa carrière. Donc Bien sûr. tu ouvres la voie. Ah, c'est Mais c'est vrai que toi, ta première saison pro, lui, il devait être en U13, quoi. Donc Et- les et gens ont peut-être il faisait découvert déjà Bodian 1m80, il faisait déjà plus d'1m90. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, tu étais là avant lui, quoi. Donc les gens ont découvert Bodiomassa, les gens qui connaissaient pas trop le basket français. Il y a pas de mal à ça, hein. C'est ça, non, il n'y a pas de mal. Mais voilà. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Bodian, Romain, t'as un truc à ajouter sur le match? Je t'ai entendu être assez impressionné par le côté savoir rester dans sa bulle, qui est important quand on est un joueur de ce Ouais, parce statut. qu'un joueur de très haut niveau, déjà, je pense que ce que dit Beau, c'est vrai, il faut le réaliser. Des joueurs comme ça, c'est énorme de pouvoir les voir, les croiser, les jouer, et puis je pense que les affronter sur le terrain, ça doit être encore quelque chose de plus intéressant, de plus impressionnant dans une carrière. Ça va être des moments quand même à vivre, quoi. Donc le fait de l'avoir vu en activité, sachant que moi j'avais commencé à avoir un œil un peu dessus quand il était U14, j'ai eu des vidéos du camp national à l'époque, il est fait avec un an d'avance. Donc Ouais. ça fait quelques années que je le vois jouer et qu'on en parle un peu entre nous. Bah là, en rendu réel, oui, c'est clairement l'extraterrestre, mais moi j'aime le côté stabilité qu'il a dans l'attitude, dans le comportement, le fait qu'il montre très peu de signes de frustration sur le terrain, ou alors c'est jamais vraiment marqué. Et ce que dit Beau tout à l'heure,
On a vu, il y a pas si longtemps que ça, de la part de certains, prospects à qui on prédit des grandes carrières, des comportements parfois plus gênants. Là, ça bouge pas. C'est-à-dire qu'il suit son chemin et ce que tu dis, Beau, par rapport à l'attitude du joueur, en contexte équipe de France ou en tant que coéquipier, je suis pas surpris parce que c'est ce qu'il dégage. Donc, Bah oui, oui. c'est le paquet est complet et puis on a hâte de C'est voir le où est-ce drapeau qu'il va vert. atterrir et puis où est-ce qu'il sera dans 2-3 ans. Surtout ça. Ouais. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir accepté de témoigner pour cet épisode 4 de Victor et les autres. Merci Baudian. On te souhaite plein d'autres match-up positifs du coup, maintenant que les gens te connaissent. Merci, merci à vous en tout cas de m'avoir sondé pour ces petites émissions. Et du coup, comme tu as dit, ouais, je me souhaite et je nous souhaite à moi et Romain de plein d'autres matchs positifs et de continuer notre petite remontada au classement, quoi. Bon, Romain, on se retrouve très très bientôt. Bien On sûr. va pas divulgacher, mais il y a une petite surprise en préparation du côté d'Envergure sur un petit épisode rétro. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Victor et les autres, épisode 4. À retrouver évidemment sur notre site envergure.co, toutes les plateformes, sur YouTube. Abonnez-vous partout, mettez-nous des bonnes notes et allez encourager la SIG s'ils sont de passage près de chez vous. Ciao tout le monde. Salut. Salut.